J'ai le plaisir d'accueillir Bruno Mettling, le président de l'ARP, qui nous a rejoint. D'ailleurs, je ne sais pas si l'ARP s'appelle encore l'ARP, c'est une question incidente, mais comme le périmètre, le nom de l'autorité a été modifié dans la loi, elle ne s'occupe plus des relations sociales, mais uniquement du dialogue social. Est-ce que le nom, merci Mathias, le nom et la qualité de ceux qui ont proposé ARP étaient tels que le législateur, dans sa redéfinition du périmètre des responsabilités, n'a pas cru devoir toucher au nom. Donc ça, c'est au moins un acquis de la période précédente qui demeurera. Très bien, OK. Donc, je vais introduire un peu cette partie consacrée au dialogue social, qui fait une bonne transition avec les sujets et remarques soulevées par Yves Wesselberger. Et ensuite, je laisserai Bruno Mettling à réagir. Donc, déjà, rappeler que la thématique du dialogue social nous est particulièrement chère. Je crois, en toute fausse modestie, que nous sommes les premiers, hashtag le plus important, dans notre rapport de février 2018, promouvoir le développement professionnel des travailleurs des plateformes, à avoir fait une proposition concrète pour mettre en place du dialogue social au sein des plateformes, proposition que nous avons ensuite déclinée sous forme d'amendements législatifs, de propositions de notes qui ont été faites aux différents décideurs publics. Et c'est suite au dépôt par le député Taché en juin 2019 de cet amendement sur le dialogue social que le gouvernement l'a repris à son compte et a introduit ce qui est devenu l'article 48 de la LOM, et donc l'ordonnance que la ministre du Travail, dans sa grande sagesse, nous a demandé à Bruno Mettling, à moi-même et à Pauline Préquesser de préparer au premier trimestre l'année dernière. Donc, c'est une grande satisfaction que l'ordonnance du 21 avril ait vu le jour. Et je crois qu'on peut saluer le fait que, bien qu'il s'agisse d'indépendants, nous avons désormais un droit de représentation. Il y a des élections et là je parle sous le contrôle du président de l'ARP qui en dirige, qui est à la manœuvre, des élections qui sont prévues pour le mois de mai. Il y a donc une autorité qui est mise en place. Et nous avons même, suite au vote, alors je ne sais pas si elle a été définitivement adoptée, cette loi. Est-ce qu'elle a été publiée, la loi, avec la loi de ratification de l'ordonnance du 21 avril? De mémoire, je crois qu'elle a été en même temps que l'approbation de la nouvelle ordonnance, donc je crois que c'est fait, oui. Donc, d'accord. Donc, moi, j'ai en tête la date du 26 janvier. Mais donc, il y a une deuxième ordonnance. La réponse est oui, hein. Elle est adoptée. D'accord, très bien. Non, mais adoptée, mais publiée. Je n'ai pas vu la publication, mais je n'ai pas dû bien voir. Et donc, il y a une deuxième ordonnance qui va prévoir les modalités de représentation des plateformes, les modalités de dialogue social. Une fois qu'on a dit ça, nous, on a quand même plusieurs propositions à faire. On considère que les choses ne vont pas assez loin et qu'il y a une forme de contradiction dans la position actuelle du gouvernement entre, d'un côté, le fait de faire reposer les avancées sur le modèle social des plateformes, sur le dialogue social, qui est la position que nous avons défendue en disant qu'il y avait… Pourquoi est-ce qu'on promeut le dialogue social? C'est pas seulement parce que s'il y a des travailleurs, il est légitime qu'ils aient un droit de représentation et de négociation. C'est aussi que le modèle social est en cours d'élaboration et que qui de mieux placé que les acteurs eux-mêmes pour l'élaborer. Le dialogue social est une forme de mode opératoire pour produire par le bas ce modèle social. Or, les délais qui sont prévus sont un peu contradictoires avec cette ambition de faire reposer sur les acteurs le fait de définir eux-mêmes leur modèle. Là, certes, il y a des élections en mai, mais la deuxième ordonnance n'est pas encore publiée. Or, tant qu'il n'y a pas la deuxième ordonnance, il n'y a pas de mandat pour que les élus puissent se réunir, il n'y a pas de modalité de dialogue social.
Et quand on voit qu'il ne pourra pas y avoir du dialogue social au moins avant la fin de l'année prochaine, compte tenu des délais de publication de l'ordonnance, puis des textes d'application, puis d'élections, etc. Et par ailleurs, il n'y a rien sur le dialogue social au sein des plateformes. Là encore, le législateur, et notamment au Sénat, il y a un amendement qui a été adopté pour supprimer le fait que le dialogue social puisse avoir lieu au sein des plateformes en renvoyant aux acteurs eux-mêmes. Mais quand on met les délais bout à bout, ça nous emmène au moins à 2025. Or, on voit bien que sur un sujet aussi où l'actualité est aussi chaude, on ne peut pas attendre 2025 pour légiférer. Donc, on reprend d'une main ce que l'on prétend donner de l'autre en disant aux acteurs, vous avez la main pour le faire, mais comme on ne leur laisse pas le faire avant 2025, ça ne sert à rien. Donc, je dirais, nous avons 3 propositions. La première, c'est de donner plus de moyens aux acteurs. La liste des organisations je ne sais pas si elle est déjà établie, là je vais poser la question au président de l'ARPE, si la liste des organisations qui se portent candidates est définitivement établie, mais il y a paradoxalement très peu de collectifs de travailleurs de plateforme. Et si on peut critiquer ça, à la fin, s'il y en a aussi peu, c'est qu'il y a un problème. Et un des problèmes, c'est le manque de moyens. Et donc, sinon, et là, on risque de se retrouver avec les syndicats traditionnels qui ont toute leur place. Et on a toujours milité pour que les syndicats traditionnels aient leur place dès lors qu'ils obtenaient les suffrages des travailleurs eux-mêmes, des travailleurs indépendants. Mais si on n'a que, on a quand même un problème. Et donc, il faut que l'État s'interroge sur pourquoi est-ce que les collectifs de travailleurs ne se présentent pas. Et sans doute qu'il y a besoin d'un accompagnement de moyens. Parce que pourquoi est-ce que, inversement, les syndicats traditionnels ont les moyens, se présentent? C'est parce qu'ils ont les moyens de le faire, même si ils n'ont pas forcément l'historique dont disposent les collectifs. Donc là, la première question, c'est renforcer les moyens qui sont accordés à la représentation. Le dialogue social a un coût et il est légitime que celui-ci soit en partie pris en charge par la collectivité. Après, est-ce que c'est à l'État, est-ce que c'est aux plateformes? C'est sans doute un mélange des deux, mais là, il y a une forme d'échec collectif parce que les collectifs de travailleurs ne se présentent pas aux élections, même si il ne s'agit pas de dire qu'ils ont raison de ne pas le faire. On se place plus du point de vue de l'échec collectif. Voilà. Même si on peut espérer, comme il y aura des élections dans 2 ans, que le problème sera résolu dans 2 ans, mais là, il y a quand même quelque chose qui pose problème. Donc, plus de moyens. La deuxième chose, c'est le dialogue social au niveau des plateformes. On ne peut légitimement pas attendre 2025 ou 2026 pour qu'il y ait du dialogue social qui se mette en place au niveau des plateformes. Parce que là, le dispositif tel qu'il est prévu, c'est on doit attendre qu'il y ait un accord au niveau du secteur pour définir les modalités du dialogue social au sein des plateformes, pour qu'ensuite la loi soit modifiée, pour qu'ensuite il y ait des textes d'application qui soient adoptés, pour qu'ensuite il y ait des élections qui soient organisées au niveau des plateformes, pour qu'ensuite on mette en place du dialogue social. Franchement, c'est un calendrier qui n'est ni réaliste ni respectueux des travailleurs eux-mêmes. Donc, nous plaidons pour qu'il y ait par la loi l'introduction de modalités de dialogue social au sein des plateformes le plus vite possible. Et il ne s'agit pas de préjuger du résultat, mais juste de permettre aux acteurs de discuter, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le troisième point, c'est le renforcement du pouvoir de l'ARPE. Il n'est quand même pas tout à fait il est plus que symbolique. Le fait que le législateur ait modifié le périmètre d'intervention de l'ARPE, qui déjà était très modeste. Déjà, il était très modeste. Rappelons que l'ARPE n'a aucun pouvoir de régulation. L'ARPE n'a aucun pouvoir de créer du droit. L'ARPE a juste le droit d'organiser les élections et à côté, certes, il y a un statut un peu protecteur pour les représentants, mais globalement, en caricaturant, l'ARPE a le droit d'organiser des réunions. C'est nécessaire, notamment parce qu'il y a un manque de maturité des acteurs, et donc il est bien qu'il y ait un acteur tiers qui vienne faciliter le dialogue social, mais on ne peut pas se limiter à ça. Et donc, non seulement il faut élargir le périmètre, déjà les relations sociales, c'était modeste, pourquoi pas un régulateur plus large sur le fonctionnement des plateformes, mais à minima, il faut qu'il y ait un droit d'accès aux données, auprès des plateformes et un droit de regard sur les algorithmes. Voilà. Il ne s'agit pas de transparence,
mais au minimum de compréhension, et c'est à l'autorité qui n'est même pas une autorité de régulation, mais nous, on pense qu'il faut aller vers une autorité de régulation, d'avoir un droit de regard. Voilà. J'entends, Président Weisselberger, que vous dites qu'il y a beaucoup de fantasmes. Mais si on veut éviter les fantasmes, il faut donner de la visibilité. Le fait qu'on dise personne ne doit regarder quoi que ce soit entretient les fantasmes. Si on veut sortir du fantasme, il faut donner le droit à un acteur tiers de regarder ce qui se passe. Ça nous paraît plus que légitime. Une autre chose, c'est le fait de donner un pouvoir de proposition à l'ARP. Par exemple, que tous les textes relatifs aux plateformes passent par un avis obligatoire de l'ARP, qui ne soit pas un avis contraignant. Le gouvernement et le Parlement pourra toujours décider de ce qu'il veut, mais au moins que l'ARP soit consulté et rende un avis formel sur tous les textes qui concernent les plateformes. Voilà. Et aussi que l'ARP puisse ait un budget pour faire des études, mener des enquêtes et faire des propositions. Voilà, c'est un peu les trois pistes à court terme qui nous semblent à la fois nécessaires et actionnables. Renforcer les moyens, notamment pour permettre aux acteurs de s'exprimer, tenir compte du fait que les collectifs de travailleurs ne se présentent pas. Deuxièmement, accélérer le calendrier de mise en place du dialogue social au sein des plateformes. Et troisièmement, renforcer le pouvoir de l'ARP pour progressivement aller vers une autorité de régulation en élargissant son champ, en lui donnant un droit d'accès aux données et aux algorithmes, et en lui donnant un droit d'avis, un vrai pouvoir de proposition sur la régulation des plateformes. Président, je vous laisse la parole. Bon, merci. Le problème avec Mathias, tu me permettras de continuer, Mathias, c'est que on se travaillait ensemble avec Pauline, comme tu le rappelais tout à l'heure dans la task force, c'est que tout ce que tu viens d'exprimer, c'était les positions de notre task force, et qu'entre mon passage de membre de la task force et de président de l'ARP, je ne suis pas devenu schizophrène, j'essaie de ne pas être dans la contradiction, je ne vais pas tricher avec vous, hein, je suis en accord avec ce que nous avions proposé dans le cadre de la task force. Évidemment, dans ma responsabilité de président de l'ARP, c'est une évolution de situation très claire. Le législateur et c'est de lui que dans notre régime, on tire évidemment la légitimité, a cru devoir amender sur un certain nombre d'éléments. J'en prends acte et ça n'enlève rien aux convictions qui étaient les miennes lorsqu'à tes côtés et à ceux de Pauline, on a fait un certain nombre de propositions, qu'on a rédigé des textes qui restent d'une profonde actualité, y compris, je le dis, sur un thème sensible. Je voudrais démarrer par là, peut-être si vous le voulez bien, qui était celui de la protection sociale. Je veux redire ici de manière très claire, à la fois évidemment la légitimité qui est celle du vote du Parlement sur l'inclusion de la protection sociale, non pas dans les thèmes obligatoires de négociation, mais dans les thèmes possibles de négociation. Je fais la nuance, elle est importante. Et puis la conviction qu'était un certain nombre d'acteurs, et pour partager comme on se le doit, hein, avec la transparence que requiert la construction d'un monde de confiance qui est quand même pas tout à fait établi, en matière, je veux dire aussi que j'étais favorable à la protection sociale parce que, avec la culture qui est la mienne et qui n'est pas celle de Mathias ou celle de Pauline, il me semblait assez naturel et assez difficile d'expliquer que dans le déficit de droits et de protection de ces travailleurs-là, on excluait par principe la protection sociale. Et les arguments qu'a repris Inde dans sa thèse, mais que beaucoup d'acteurs avaient portés, m'avaient convaincu, en tout cas qu'à ce stade du processus, il était extrêmement problématique de réintroduire le thème de la protection sociale, qui d'une part, comme l'a dit Yves, s'applique à l'ensemble des indépendants dans des conditions qui sont tout à fait comparables. Et j'aime bien ce qui a été dit sur la situation du boulanger par rapport à un certain nombre d'enjeux de protection sociale. Et d'autre part, pouvait créer en l'état actuel de l'équilibre social, de la régulation sociale du secteur, une dépendance supplémentaire qui était problématique. Donc je m'étais rallié, même si philosophiquement, intellectuellement, je suis transparent avec vous, et Mathias se rappelle les débats passionnés que nous avons eus là-dessus. Je m'étais rallié et j'avais signé cette idée qu'en tout état de cause dans le monde d'aujourd'hui, tel qu'il fonctionne avec les équilibres d'aujourd'hui, mettre la protection sociale était plutôt porteur d'un enjeu. Encore une fois, dans un pays démocratique comme le nôtre, le législateur l'a rajouté dans le cadre d'un PLFSS. Je ne commande pas plus, ça fait partie évidemment des thèmes de négociation possibles, mais j'insiste lourdement, pas obligatoire. Ce n'est pas complètement le hasard. Et si les parties prenantes n'en veulent pas, ce thème ne sera pas négocié dès lors que les parties prenantes, issues évidemment du processus électoral et de la représentation électorale du côté des travailleurs, décideraient de ne pas
vouloir négocier ce thème. Et ça fait le lien avec le deuxième enjeu. Je répondrai à tes questions, Mathias, ça va de soi, hein, mais je vais essayer d'élargir un petit peu le propos. Où en est-on aujourd'hui et avec la prudence d'expression qui requiert ma nouvelle situation hein, de président d'autorité de régulation, je voudrais quand même rappeler quelques éléments de l'enjeu dans lequel on est. D'abord, par rapport à l'ambition qui est celui, évidemment, de construire un dialogue social dans un secteur marqué par une certaine défiance entre les partenaires, même si, je le dis ici, le hashtag le plus important, et tu l'as rappelé Mathias, depuis le départ est un de ces lieux de débat privilégiés qui a construit ce socle de nécessité d'un dialogue social, ce socle de confiance, il faut le redire. Nous ne serions pas là aujourd'hui, y compris le président de l'ARC, il y a un certain nombre d'acteurs, je pense évidemment à ces militants de collectifs de travailleurs, je pense aussi à ces responsables de plateformes qui assez vite se sont dit notre système et le déséquilibre social dont il est n'est pas compatible avec le système social européen. Donc très tôt, un certain nombre d'acteurs, mais hashtag le plus important, sans une place particulière dans cet ensemble-là, on souligne la nécessité d'un dialogue social, bien que s'adressant à des indépendants, parce que la relation sociale entre les plateformes d'emploi et ces catégories de travailleurs indépendants était particulièrement déséquilibrée. Et je crois que c'est ça le fondement de ce qu'on construit ensemble, c'est-à-dire comment on assume le fait que dans le cadre d'un statut d'indépendant, et ça ne veut pas dire que le débat sur la qualification du statut n'est pas toute sa force, mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, dans un statut d'indépendant, il y a de fait un déficit de droits fondamentaux en matière sociale qu'il importe de construire via le dialogue social. Et donc, c'est toute cette logique-là, cette construction-là qui nous réunit aujourd'hui. Et par rapport à cette thématique, à ce déficit de confiance, le vieux praticien du dialogue social que je suis, pour le coup, invite quand même à accepter d'inscrire la démarche dans une certaine durée. Le déficit de confiance, il est des deux côtés, évidemment. Il est du côté de plateformes qui soulignent, pour certaines d'entre elles, je crois qu'Yves en est aussi le fédérateur, que leur situation économique n'est pas forcément celle des très grandes plateformes et qu'elle appelle évidemment une certaine prudence dans la manière dont on va construire ce socle de droits nouveaux. Face à ce positionnement-là, il y a une impatience tout à fait légitime de ceux qui représentent ces travailleurs et qui, depuis, j'allais dire, 5 ans au moins pour certains d'entre eux, se sont construits sans aucun moyen, j'arrive à ta première question, sans aucun moyen, souvent dans des conditions que l'ancien observateur du dialogue social que j'ai suscite un profond respect, ont pris sur leur temps, sur leurs économies pour bâtir la représentation des intérêts de ces travailleurs. Et donc, évidemment, ces deux univers-là, on ne va pas construire les conditions d'équilibre et de la régulation en un jour, il y a des étapes. Je pense franchement que l'étape dans laquelle on est importante, elle structurera durablement les choses, mais elle en appelle d'autres. Donc, je suis tout à fait à l'aise avec l'idée de dire que plus rapidement possible, je ne crois pas qu'il faille attendre 5 ans, par exemple, pour reprendre l'expression, avant de considérer qu'il est nécessaire d'étendre aux plateformes le champ d'un dialogue social digne de ce nom, c'est-à-dire avec des représentants de travailleurs désignés dans un processus qui est la condition première d'un dialogue social équilibré. Alors, j'en viens à la question des moyens et de l'élection. D'abord, je n'ai pas à commenter en anticipation. C'est vendredi à minuit qu'on verra qui se présente. Hein, c'est clair et vous le comprendrez. Je crois que dans la posture qui est celle de l'ARP, en tout cas et de la mienne, il faut respecter toutes les décisions. Je ne peux pas avoir la naïveté de penser que pour un collectif de travailleurs, par exemple, ce qui s'est passé du côté de Bruxelles, fasse que pour un collectif, il faut analyser aujourd'hui la situation de se présenter à un processus de type de l'ARP, et un dialogue social dans le cas du statut d'indépendant, ne se présente pas tout à fait dans le même contexte qu'il y a un an, cher Mathias, quand on a écrit les choses, où à l'évidence, on peut avoir le sentiment qu'un certain nombre de positionnements qui ont été pris, qui fassent qu'il est plus difficile, et moi je respecte profondément cela, pour un collectif de travailleurs, indépendamment des moyens, d'aller dans un processus électif dans le contexte, j'allais dire, de ce qu'ils peuvent observer au niveau européen. Moi, mon rôle, ma responsabilité dans le prolongement de nos travaux, c'est de dire, il y a aujourd'hui plus de 100 000 travailleurs dont il est important d'assurer une représentation dans une dynamique de dialogue social pour ouvrir des nouveaux droits dans le dialogue social et négociation collective. Ça reste profondément vrai et ça reste une équation incontournable dans les années qui viennent, quelles que soient les issues, mais je peux comprendre qu'un collectif de travailleurs considère que le positionnement politique qu'il y a derrière ces dynamiques-là rend plus compliqué aujourd'hui son acteur. Donc moi, je suis très serein et je dis que si dans les 2 ans qui viennent, et c'est évidemment la responsabilité, les acteurs sociaux, et pas l'ARP, je reviendrai là-dessus, les acteurs sociaux font la preuve de leur capacité à construire des accords porteurs de droits nouveaux, en particulier sur le thème des revenus, tout ce que vous avez évoqué, qui est le premier thème attendu. Je crois qu'on crée une dynamique qui fait que dans 2 ans, et encore une fois, le dialogue social s'est structuré sur des décennies dans le monde du salariat, il n'y a aucune raison qu'il se construise, qu'il se finalise en 2 ans dans le monde des travailleurs indépendants. Il y a urgence. Faisons la preuve que de manière très pragmatique sur un certain nombre de thèmes, et en particulier les revenus des droits nouveaux, et je suis convaincu que dans 2 ans,
un certain nombre d'acteurs qui peuvent ne pas se positionner aujourd'hui seront amenés à rejoindre cette dynamique. En tout cas, c'est le pari que je fais dès lors qu'on aura réussi. Si à l'inverse, on n'avait pas réussi, et je le dis tranquillement, il faudra en tirer toutes les conséquences, y compris sur la pertinence de la démarche. Je me permets de dire qu'elle était la nôtre, parce qu'on partage le sentiment que le dialogue social, pour répondre à ses besoins est ouvert. Donc ça, c'est un petit peu la thématique. Sur les moyens des organisations, c'est vrai qu'en l'état actuel des choses, les arbitrages qui ont été rendus traduisent le sentiment à la fois d'une fragilité d'un certain nombre d'acteurs économiques, et encore une fois, ils ne sont pas tous dans la même situation, mais quand on légifère pour la situation, pour l'ensemble des acteurs, ils ne sont pas tous dans une situation et qu'il faut trouver un équilibre, et que de ce point de vue, il ne faut pas considérer comme négligeable les droits qui s'attachent à l'indemnisation des représentants des travailleurs par rapport aux heures où ils négocieront, ils nous représenteront. Et j'attire l'attention aussi, parce que ça n'a pas forcément été bien perçu, il y aura indemnisation aussi des représentants des travailleurs pour le temps passé à la représentation. Autrement dit, ces représentants des travailleurs, quand ils mobiliseront, quand ils joueront leur travail de construction d'une position, pourront bénéficier d'un certain nombre de soutiens financiers. Je ne suis pas en train de dire que ça règle les problèmes financiers d'organisation et l'investissement souvent personnel qu'ils ont dû faire dans le rôle militant qui était le leur, mais à l'inverse, je dis que c'est quand même mieux que la situation d'aujourd'hui, qui les voit obtenir quelques subsides du côté dans le meilleur des cas, des municipalités de Bruxelles, mais voilà. Donc je dis qu'on va franchir une étape en reconnaissant leur rôle, leur utilité. Il y aura un financement public via les plateformes de cette responsabilité sociale, parce que c'est une autre conviction que j'ai portée, quitte à ne pas être très populaire, au moins sur ce point-là, c'est que ce n'est pas anormal que même dans une situation économique très diversifiée selon les plateformes, il était assez logique qu'elles financent, via un dispositif mutualisé, évidemment, le coût de la démocratie sociale qu'on était en train de faire émerger, que ce ne soit pas de nouveau, avec tout un débat que l'on sait derrière très sensible, le budget de l'État, c'est-à-dire les citoyens qui pouvaient contribuer au financement, là où les entreprises ont le sentiment de financer les thématiques de leur dialogue social. Je reste sur cette problématique, ce qui veut dire évidemment qu'il y a des contraintes sur la nature de ces financements qui sont réels. Donc ça, c'était pour répondre à la première des thématiques. Sur le dialogue social, les plateformes, j'ai toujours eu une conviction, et Mathias, c'est un débat qu'on avait eu, c'est-à-dire que on voit bien que l'idée de ce premier niveau de dialogue social, c'est en particulier de permettre l'homologation d'accords, imposant à l'ensemble d'un secteur un minima, une terme de socle de droits qui s'appliquera à tous pour sortir d'une logique que d'aucuns qualifient de dumping social. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans ce monde en mutation un nouvel arrivant qui peut évidemment, s'il n'est pas tenu par des accords sectoriels, conduire à des ruptures qui justifient de bonne foi ou pas, hein, la remise en cause de telle ou telle situation. Et donc, si je dis ça, j'ai toujours pensé qu'il était logique de démarrer par le secteur, mais sans forcément, évidemment, et de définir peut-être par un accord de secteur les conditions, par exemple, d'un dialogue social digne de ce nom, si je puis dire, au niveau des plateformes. On sait bien qu'aujourd'hui, il existe des formes de dialogue direct, mais qui ne remplissent pas un certain nombre de conditions, notamment quant aux conditions de l'élection de représentants au sein des plateformes. Et donc, c'est pour moi, en tout cas, ce sera un thème tout à fait pertinent, que de définir au niveau du secteur, dans le cadre d'une négociation, des conditions de structuration du dialogue social dans les plateformes. Et ensuite, évidemment, cette négociation ayant eu lieu, de se tourner pour les pouvoirs publics pour demander évidemment que ça devienne un socle qui permet de structurer un dialogue social dans les plateformes elles-mêmes. Donc tout ça peut prendre un petit peu de temps, c'est pas forcément 5 ans, je le dis, hein, mais c'est des années quand même. Mais ça peut se compter en années, et rien n'empêche d'ici là que la dynamique du dialogue social qu'on aura installé au niveau du secteur ne permette à des représentants des travailleurs au niveau des secteurs de jouer un certain rôle de représentation des intérêts dans les plateformes, et pourquoi pas de permettre un progrès dans le dialogue, dans la négociation sociale sur les plateformes par rapport à la situation d'aujourd'hui. Voilà, je ne développe pas plus, mais on voit bien qu'on n'est pas forcément dans le néant, en tout cas dans le maintien de ce qui existe aujourd'hui sur la capacité à développer les négociations. Alors, je voudrais donc ça c'était le deuxième thème, sur les pouvoirs de l'ARPE. J'ai 2 commentaires là-dessus. La première chose, c'est que, je le redis parce que parfois, dans un monde où là, on n'a pas la pratique de ce dialogue social, on a tendance à faire de l'ARPE un peu le juge-arbitre du dialogue social. C'est important de le rappeler, ce n'est pas ce que tu suggères, hein, bien évidemment, Mathias, mais j'en profite pour le préciser, c'est un point important. L'ARPE est un facilitateur. Il a une responsabilité, 2, 3 responsabilités claires qu'il assumera, et là, de ce point de vue, il a un pouvoir clair et une autorité, une légitimité à défendre, c'est l'organisation des élections, dans un processus que les travailleurs voulaient autonome des plateformes elles-mêmes. Et ça a été, je le dis parce que c'est parfois en France, vous savez, quand il y a des avancées, on considère que tout ça, voilà, c'est très important. Combien de pays au monde ont vu la puissance publique, l'État, dans tout ce qu'il peut représenter, comme message qu'il envoie, organiser un scrutin
pour assurer la représentation des travailleurs de plateforme avec toute la considération que cela représente quelque part. Je le dis parce que c'est aussi un message que la France a envoyé, que d'autres États n'ont pas envoyé, qui me semble important de rappeler au passage. Donc l'ARPE, c'est sa première responsabilité, elle est aussi de protéger ses travailleurs, ces représentants des travailleurs de plateforme, et c'est pas neutre. Beaucoup d'entre eux signalent, alors fantasme ou pas, j'en sais rien, mais j'ai vu des rapports qui m'ont été transmis, soulignent l'importance, par exemple, de l'expertise que va conduire l'ARPE pour observer ce qu'aura été, alors on va déjà faire les élections, hein, mais on va observer très rapidement, via une expertise ad hoc, ce qu'aura été les pratiques de déconnexion de la période qu'on vient de vivre, par rapport au taux de déconnexion qu'on peut observer antérieurement. Je ne suis pas en train de dire que ça va répondre complètement au sujet, mais ça permettra d'observer, en tout cas d'apporter des éléments de réponse de la part de la nouvelle autorité sur le sentiment d'un certain nombre d'acteurs, de collectifs de travailleurs de plateforme, qu'aujourd'hui, il y a des niveaux de déconnexion qui répondraient, je mets à des conditionnels, hein, à des objectifs, entre guillemets, de non-participation au processus de désignation. En tout cas, ça fait partie des éléments sur lesquels nous aurons une capacité d'expertise et que nous mobiliserons dans le cadre du processus électoral. Très honnêtement, le vrai succès, ce n'est pas l'ARPE qui l'assurera. Ce sont les acteurs, et je sens une certaine détermination aujourd'hui dans leur volonté de construire à travers la négociation des droits nouveaux dans le cadre d'un certain nombre d'équilibres. Si, comme je le pressens, ça se produit dès le second semestre de cette année, et là-dessus, je ne bouge pas d'un iota, j'ai quelques repères, hein, très clairement. Le premier, c'était que l'ensemble des textes nécessaires, y compris la deuxième ordonnance, le contenu de la deuxième ordonnance, y compris la ordonnance, soit connu au moment, j'allais dire, de l'élection. C'est quand même le minimum. Donc ça, je reviens là-dessus sur la pression très forte qu'il y a en termes de calendrier, j'en suis conscient, mais qui répond à un impératif pour moi. On ne peut pas imaginer que l'élection se déroule face à des conditions qui ne définiraient pas le contenu du dialogue social, par exemple. Donc, il est impératif que le contenu en soit stabilisé, arrêté, sous une forme à déterminer, en tout cas à la connaissance des acteurs au moment de l'élection. Voilà, donc je le redis, c'est un point très important. Et donc, le processus électoral aura lieu avec, à mon avis, les informations requises pour sa participation. Il y a des points de débat. Je voudrais répondre à Yves qui a souligné la problématique de l'organisation. C'est un sujet difficile parce que je rappelle que la logique, c'est qu'on va imposer un contrat de nature commerciale, qu'on le veuille ou non, c'est l'état du droit. On va imposer des dispositifs résultant de la négociation sociale. Et donc, on voit bien que cet exercice-là doit répondre à un certain nombre de considérants, y compris quant à la légitimité, je suis désolé, hein, du poids, enfin, voilà, des acteurs économiques qui vont signer des accords, qui vont pouvoir s'opposer. Et donc, on est toujours entre deux critères, mais qui sont des critères, comment dirais-je, qui doivent être permanents et non attachés à la symbolique qui est liée au statut étranger ou pas de la plateforme, et qui sont par exemple, évidemment, que le poids économique, et le Conseil d'État insiste lourdement, de ceux qui engageront la signature des acteurs économiques qui vont imposer à travers les accords des contraintes au niveau d'un accord commercial, de droit commercial, il faut que le poids de ces acteurs soit corrélé à un certain nombre d'enjeux économiques et pas seulement des enjeux de nombre de plateformes représentées. À l'inverse, nous sommes extrêmement sensibles, nous l'avons toujours été, à ce que ce processus-là ne conduise pas évidemment, dans la durée en tout cas, à des situations qui verraient un dialogue. Donc ce que dit Yves est à la fois vrai à l'instant T. On a vu aussi aux Pays-Bas ou ailleurs que les parts de marché d'un acteur pouvaient considérablement varier. Donc là, c'est vrai que quand on vote, on ne vote pas forcément dans une photographie d'une situation à un moment donné, qu'il y a des dynamiques qui peuvent se produire et font que les parts de marché d'un moment ne sont pas forcément les parts de marché de demain. Mais je vois bien, et je veux le dire à Yves en toute transparence, que nous sommes les premiers à être attentifs, évidemment, à ce qu'aucun acteur, quel qu'il soit, ne puisse être en situation de monopole dans le processus de décision. À l'inverse, nous sommes tenus, de par le droit, j'allais dire, de qualifier la légitimité économique à partir d'indicateurs qui sont des indicateurs corrélés en partie, en tout cas, à l'activité, qui nous contraignent dans le champ de ce qu'on va pouvoir faire. Je ne vais pas plus loin parce que tout ça, c'est des arbitrages subtils et Yves met tout son poids, vous l'imaginez, mais d'autres aussi dans les décisions qui relèvent des pouvoirs publics et pas du président de l'ARPE. Il faut que j'apprenne à me détacher un peu de ces niveaux-là, même si on a beaucoup contribué en amont. Mais c'est un sujet difficile, en tout cas, dans lequel le droit n'est pas complètement extérieur par rapport aux enjeux, mais la critique d'Yves, elle est réelle. En tout cas, les enjeux de trouver le bon équilibre n'est pas chose aisée. Mon seul petit message, c'est de dire qu'on a vu dans certains pays ces parts de marché évoluer considérablement, et heureusement que la règle de droit avait été établie, nonobstant les situations de parts de marché à un moment donné. Rien ne dit que dans le monde du numérique qui peut évoluer très vite, des nouvelles disruptions, des nouveaux acteurs ne prennent pas très rapidement des parts de marché.
qui conduirait évidemment à relativiser les critiques auxquelles un dispositif, à un moment donné, peut faire l'objet. Est-ce que j'ai répondu au moins aux 3 questions de Mathias ou pas? Tout à fait, tout à fait. Je me permets, avant de passer la parole pour conclure, s'ils veulent réagir à tes propos, à Yves Wesselberger, Intellibrici et Christophe Tessier, une petite question sur le calendrier de publication de la deuxième ordonnance. Donc, tu as souligné que un premier projet a déjà été partagé avec les acteurs pour qu'ils chacun puisse savoir à quoi s'engager avant les élections. Mais le calendrier de publication, est-ce que tu as une idée de quand est-ce que l'ordonnance… L'objectif qu'on s'est fixé, mais j'ai eu tellement d'objectifs revisités parce que ça ne dépend pas que de l'administration ni de l'art, ça dépend du Conseil d'État. Enfin voilà, il y a toute une série d'enjeux importants là-dessus. Mais c'est vrai qu'on reste dans un objectif de porter à connaissance, en tout cas que les éléments stabilisés d'une deuxième ordonnance soient rendus publics avant les élections. Voilà, ça c'est l'objectif qu'on s'est. Ça veut dire que le procédure sera complètement achevé, mais en tout cas la copie sur laquelle se déroulent les élections soit suffisamment stabilisée au niveau d'État pour pouvoir être connue. Et tu sais qu'en la matière, il suffit de déposer un texte au Parlement pour qu'il puisse avoir l'autorité nécessaire pour fonctionner. Ok, donc l'idée c'est toujours de déposer le texte au Parlement avant les élections. C'est l'objectif très ambitieux. En tout Ok, cas, non, si ce n'est déposé, parce que tu sais qu'il y a des acteurs multiples, en tout cas que la copie stabilisée soit portée à la connaissance de tous les acteurs dans une démarche qui n'appellera pas de la part des pouvoirs publics de réouverture du sujet, sauf, encore une fois, si le dernier avis du Conseil d'État faisait apparaître tel ou tel élément de modification. Voilà. Mais on est quand même dans cette logique-là et le gouvernement est mobilisé. D'accord, très bien. Merci. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que Yves Wesselberger, Intellibrici ou Christophe Tessier, vous voulez… Christophe, je suis désolé, je n'étais pas présent, j'ai rejoint trop tard l'intervention, je n'ai pas entendu votre intervention, ce qui fait que je n'ai pas pu apporter d'éléments et je m'en excuse. Je vous en prie. Pardon. Non, je voulais juste réagir sur le point, alors de l'extérieur, sur le point définition des modes d'organisation du dialogue social ou de la négociation au niveau de l'entreprise, donc au niveau de la plateforme, par un accord sectoriel ou par la loi, comme je comprenais que Mathias le défendait pour le plus important. Je comprends bien ce que vous expliquez, je pense, Monsieur Mettling, sur le bien fondé à ce que le secteur ou l'accord sectoriel puisse organiser les modalités du dialogue social dans la plateforme. Il y a ça une logique du point de vue de la dynamique de dialogue, la construction de la confiance, etc. Bon, mais en revanche, c'est vrai que d'un autre côté, dans la mesure où il y a quand même un fort parallélisme entre le système qui se construit et ce qui existe pour les travailleurs salariés, pour les travailleurs salariés, les modalités de la structuration du dialogue social en entreprise est quand même principalement le fait de la loi en France. Donc, bon, il y a du pour et du contre selon qu'on se place en pratique, mais voilà, c'est une micro remarque pertinente. Yves Wesselberger. Je voulais juste rebondir 5 secondes sur le sujet de l'homologation. On ne cherche pas du tout des règles qui soient pas stables dans le temps, qui ne puissent pas s'appliquer quand la situation change. Une première version de l'ordonnance nous a été présentée il y a une semaine ou 10 jours et stipulait qu'il fallait 30% de poids économique, qui est une combinaison de nombre de travailleurs et de chiffre d'affaires, pour s'opposer à l'homologation d'un accord. C'était assez tendu. On avait déjà réagi en disant c'est tendu, mais peut-être ça pouvait passer. À 50%, simplement, vous créez un système où tous les autres hors Uber n'ont pas de poids dans la négociation. Et il est fort probable que si ce système devait être tel quel, cette négociation ne va pas fonctionner parce que je ne suis pas sûr que nous y participerons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un système de négociation où un seul acteur, ce n'est pas qu'il soit étranger, moi je n'ai rien contre les étrangers, je ne suis pas RN, mais le problème qu'il soit étranger, il serait français, c'est pareil. L'idée que la négociation, c'est entre une seule société et les chauffeurs ne marche pas pour nous. C'est ça le problème qui se pose ici. Alors, je suis d'accord que le problème, il est peut-être local à la situation d'aujourd'hui, mais il existe. Et
et le seuil de 30%, peut-être, il fonctionnait. Quoi, voilà. Seuil de 50%, simplement, il ne fonctionne pas. Bien sûr. Yves, on ne va pas rentrer dans un dialogue direct, et en plus, c'est avec des points publics. Ce que je comprends de ce qui a pu faire évoluer le texte sur ce point, et soyons transparents, c'est que ce n'est pas tant l'opposition de tel ou tel acteur du côté des plateformes, c'est que vu des collectifs de travailleurs qui attendent ces droits nouveaux, et dont certains sont hésitants, on l'a bien vu, à s'engager dans la démarche, le fait que 30% du poids économique par rapport aux 70% qui s'engageraient dans la dynamique puissent s'y opposer, par rapport à un déficit, il faut qu'on soit confiance, a été perçu comme une machine à un risque considérable à bloquer les accords. Et donc, la position, si vous voulez, là où c'est devenu politiquement très sensible, c'est de dire, non seulement il faut s'engager, alors que le cœur des collectifs n'a pas forcément envie d'y aller. Deux, il va falloir forcément trouver des compromis qui seront critiqués par tous ceux qui ne sont pas dans la dynamique, j'allais dire, de l'accord et de l'équilibre. Mais en plus, une fois qu'on aura fait tout ça, qu'on aura posé notre signature, un acteur représentant 30%, c'est-à-dire moins d'un tiers, j'allais dire, du poids économique, pourra poser son veto en fait. Au nom. Non, mais je me permets, Yves, de partager ce qui est derrière les. Voilà, pourra s'opposer, faisait sentir aux acteurs, là je parle bien aux représentants des travailleurs, un risque de non-efficacité du dialogue social supplémentaire par rapport à un droit de veto, que je rappelle, qui se mobilise à 50%. Voilà. Donc, je comprends le point, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, un seul acteur, non pas pourrait négocier, parce que l'ambition qu'on peut avoir à ce stade du process, c'est qu'effectivement, ce n'est pas à travers le processus de blocage que joue le succès de la dialogue social, c'est à travers le pourcentage de ceux qui vont signer et s'engager dans l'accord. Et là, je parle bien évidemment de la possibilité de bloquer l'homologation d'un accord social. Et donc, mon message, il est de dire que c'est bien par le côté, comment dirais-je, le plus massif possible des signatures du côté des plateformes que se jouera la dynamique du dialogue social, pas par la capacité à bloquer le contenu d'un accord. Et sur la capacité à se bloquer un accord, il y avait une réaction assez forte dans l'équilibre que les pouvoirs publics sont en train d'essayer de définir, en disant s'il y a 30% que vous pouvez bloquer, alors que vous ne représentez même pas 50%. Alors à ce moment-là, évidemment… Personne ne veut bloquer quoi. Non, mais je me permettais simplement de me faire maladroitement à ce stade du processus de porte-parole de ceux qui ont pu conduire à faire une évolution. On ne va peut-être pas finir cette discussion ici, j'ai compris. Il y a un problème. Voilà. En tout cas, il y a un problème. En tout cas, merci. Tout n'est pas fini. Tu sais qu'en la matière, c'est comme avec les représentants des travailleurs. Tant que, voilà, s'il reste quelques jours pour trouver une situation intermédiaire entre 30 et 50, avec des systèmes astucieux qui, via le nombre, voilà, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai été très sensible à la remontée du côté des collectifs de travailleurs en disant si en plus à 30%, vous pouvez bloquer un dispositif dans lequel on a déjà moyennement confiance, confère ce qu'a pu dire les uns et les autres, alors là, ça devient de la machine à faire. Et ça a été très fort comme argumentation dans l'appréciation par les pouvoirs publics. Je ne vais pas plus loin. Merci. Du coup, le petit mot de la fin pour Int. Merci Mathias. Je voulais revenir sur un ou deux points. Notamment, j'ai trouvé que le président Mettling a balayé un peu vite la question de la participation des collectifs, qui est un sujet extrêmement complexe, mais dont, effectivement, moi, je rejoins le fait que la participation des collectifs, aujourd'hui, elle n'est pas garantie et c'est un vrai sujet pour ce dialogue social. Si on est vraiment focus sur cette partie du dialogue social, sur ce secteur en particulier, dans la période dans laquelle nous sommes actuellement, je pense que c'est un vrai sujet. Et nous, on a remonté, je le dis déjà, auprès de Bruno Mettling et auprès du ministère du Travail, 3 sujets qui nous semblent importants à traiter, et ce, avant les élections. C'est la question des déconnexions. Je trouve que ce n'est pas après les élections qu'il faut vérifier s'il s'est passé quoi que ce soit, mais qu'il faut le faire en amont. La deuxième chose, c'est celle au niveau des livreurs. Nous savons que nous avons énormément, mais sans pouvoir le quantifier, de comptes qui sont sous-loués, c'est-à-dire que la personne… Alors, je parle des livreurs à vélo pour Yves, ça ne concerne pas les VTC, mais au niveau des livreurs à vélo, nous avons des personnes qui s'inscrivent en tant qu'auto-entrepreneurs, qui sont des personnes physiques qui existent, qui louent le compte à une personne qui fait effectivement les courses, qui est un sans-papier. Et en fait, la personne qui va effectivement avoir le droit de vote, c'est celui qui exploite finalement, et donc qui prend un pourcentage. Et donc voilà. Donc ça, je pense que ces 2 sujets déjà sont intellectuellement pour moi importants à traiter. Et je ne vois pas comment on peut dire qu'il faut les traiter après l'élection. Et donc pour moi, il faut le faire avant.
Et le troisième sujet, c'est que je reste aussi convaincue qu'il doit y avoir un moyen de ramener les collectifs, et notamment en les accompagnant, y compris financièrement, en période préélectorale. Donc voilà, sinon, effectivement, on se retrouve, alors certes avec des organisations qui ont tout à fait leur place, mais quelque chose qui est quand même tout à fait dommageable à cette catégorie de travailleurs. Voilà. Alors, est-ce que j'ai quelques minutes pour répondre, Mathias? On est vraiment tenu. Non, mais quelques secondes. Quelques secondes, aïe. Bon. Sur le sujet des comptes, des locations de sous-comptes, d'abord, c'est inacceptable, c'est évidemment du travail. Enfin voilà, il y a des termes pour qualifier ça. Très honnêtement, le problème posé par ces comptes indépendants n'est pas le problème de leur droit de vote. Le problème, c'est l'application de ce pays de travail en situation irrégulière, manifeste, massif, puisque dans certaines régions de France, on parle de 18 ou de 20%, qui renvoie à des enjeux d'ordre public, qui très clairement, et personne ne comprend, tout le monde ne comprendra, pas dans les champs de l'ARPE. Mais donc, nous demander à nous de nous substituer à ceux dont c'est le métier, je pense à l'intérieur, je pense à tous ceux qui luttent contre le travail clandestin, pour à travers le droit de vote, alors c'est particulièrement choquant qu'ils aient un droit de vote, mais crois-moi, hein, ils ne se battront pas pour l'utiliser, leur droit de vote. Ce n'est pas eux qui feront les 5 ou 10% de participation. À l'inverse, leur situation est clairement inacceptable et doit être payante. Et si l'ARPE, dans son fonctionnement futur, peut trouver dans le dialogue avec les plateformes des expertises qui permettent de progresser là-dessus et inciter les plateformes à être encore plus attentives qu'elles le sont, elle apportera sa contribution. Mais très honnêtement, ce n'est pas à travers le droit de vote de ces gens-là, que je ne préfère pas qualifier que se joue la problématique de l'art pratique. Mais ça n'enlève rien au fait que les travailleurs irréguliers dans notre République ne peuvent pas voter, c'est ainsi, je préfère là encore pas qualifier, mais qu'à l'inverse, le problème de ceux qui utilisent leur compte, c'est pas… Voilà. Le deuxième sujet sur la déconnexion, je le reconnais, mais très clairement, l'ARPE, c'est une construction qui se fait. Il eût été préférable de pouvoir conduire toutes ces études, mais dans les 4 personnes, les 4 militants, je me permets d'utiliser ce terme, qui sont les acteurs de l'ARPE, très honnêtement, n'avaient ni les moyens ni la dynamique. Par contre, un rendez-vous est pris officiellement avant les élections pour confirmer que la première expertise que pourrait conduire l'ARPE, c'est mois après mois, comparaison d'une année sur l'autre, de tout ce qu'a été le volume de déconnexion et le recueil d'explications éventuelles, enfin pas éventuelles, le recueil d'explications en cas d'évolution massive dans les mois qui ont précédé l'élection auprès des plateformes. J'en dis pas plus, c'est un des enjeux qu'on a. Ça ne répond pas à ta question, on n'a pas pu faire ça en amont, encore une fois, la réalité de la construction qu'on a a ses fragilités et tout le monde peut le comprendre, mais à l'inverse, c'est un rendez-vous qu'au nom de toutes les protestations auxquelles tu as contribué et d'autres aussi à faire remonter, c'est un rendez-vous que l'ARPE a pris dans sa crédibilité, dans les expertises par rapport aux acteurs et aux collectifs de travailleurs. Sur la participation, encore une fois, je fais le pari que participeront les acteurs qu'ils souhaiteront, on verra ça vendredi minuit, qu'on ouvre une dynamique dans les 2 prochaines années, et la conviction qui est la mienne, c'est qu'après ces 2 premières années, on rentrera dans un cycle, et pour le coup, un certain nombre d'appréhensions, de réserves ou de débats qui dépassent largement l'ARPE auront connu des évolutions qui feront que la participation au dialogue social des collectifs de travailleurs, et j'en profite pour leur dire, le fait qu'ils ne participent pas aux élections ne les écarte pas, les écarte évidemment du champ de la négociation, mais ne les écarte pas du champ de la responsabilité du dialogue, parce que je rappelle en particulier qu'il y a un conseil des partenaires qu'avec Mathias et Pauline, nous avions contribué à faire émerger, et dans lequel, évidemment, il conviendra de réfléchir à son organisation, y compris de personnes qui auraient pour d'excellentes raisons décidé de ne pas participer au processus électoral. Ça fait partie aussi de la responsabilité de l'ARPE de faire en sorte que dans son rôle d'information, d'échange, de représentation des acteurs, il puisse y avoir échange, y compris de ceux qui, à un moment donné, n'ont pas cru devoir se positionner sur la thématique précise de la participation à la négociation collective, sans être exclu du débat public en la matière. Merci, Président. Merci encore. On a beaucoup de présidents ou de coprésidents ou de cofondateurs ou de co-animateurs. Voilà, moi, je vous suis très, très reconnaissant au titre de tout le collectif de hashtag le plus important d'avoir participé, d'ailleurs, aussi longtemps à ce webinaire. Désolé d'avoir légèrement dérapé, mais je pense que c'est aussi le signe d'un débat de grande qualité. Et merci merci d'avoir rendu la qualité de ce débat possible. Il nous reste plus qu'à, comme tu l'as rappelé, Bruno, on est à 2 jours de la clôture des candidatures.
à souhaiter bonne chance à tous les acteurs et à l'ARPE pour ces élections. Et on espère que le dialogue social qui en sortira sera fructueux. Voilà. Merci. Merci à tous. Ce webinaire sera dès les prochains jours disponible en podcast et en replay vidéo sur le site de Le Plus Important, mais aussi des États généraux de la transition inclusive, puisqu'il s'inscrit dans le cadre des États généraux de la transition inclusive que nous organisons avec le CNAM en partenariat avec une centaine d'acteurs de la société civile. Et je suis sûr que nous aurons dès les prochains mois, l'actualité sera riche, de nouveau l'occasion d'échanger avec vous pour partager de nouvelles perspectives. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée.